Quelques petites annonces avant d'introduire la conférence. Donc on a le projet de faire un voyage à Moscou. Pour le moment, il ne s'agit que de pré-inscription, car en fonction du nombre, on pourra déterminer le prix. L'objectif, vous le recevrez par Internet, le programme. Il y aura entre autres la visite de 2 monastères, même le repas avec les moines. Lors du voyage, vous serez accompagné par des universitaires et dont des gens qui parlent le russe, ce qui est très important. Et le prince Six sera là, ce qui facilitera des contacts avec les autorités civiles et religieuses. Maintenant, venons à la conférence de ce soir. On a le plaisir de recevoir M. Vauquier, universitaire, vous avez enseigné autrefois, puis vous êtes devenu diplomate, et maintenant vous vivez la plupart de votre temps avec les Serbes de Bosnie. Alors il faut savoir que l'ancienne Yougoslavie a éclaté, et c'est une entité créée par nos amis américains, où le pouvoir a été donné aux musulmans, avec quelques minorités serbes orthodoxes. Avant d'entrer dans certains détails, il est bon de penser au Kosovo. Vous avez eu une conférence l'année dernière par Komen Besirovic, de voir que c'est un tout petit territoire, l'équivalent d'un département français, avec quelques milliers de monastères, de magnifiques églises, inscrites au patrimoine de l'UNESCO, qui ont été dynamitées par les bandes albanaises, les mafias albanaises, avec la complicité des troupes de l'OTAN. Et la France n'a rien trouvé de mieux de suggérer de placer ces monuments sous la protection de nos chers hommes à babouche. Si on parle ce soir du Kosovo, des Balkans, d'une manière générale, c'est pas par exotisme. Nous sommes un cercle de culture française qui luttons pour la défense de notre identité. Et il ne serait pas farfelu si notre pays dérive sur la lancée de laquelle il est parti, avec le grand remplacement que l'on vit, que dans quelques années, pour aller à Saint-Denis, commémorer l'assassinat de Louis XVI, on ait besoin d'un laissez-passer délivré par un Tariq Ougourou du coin. Lorsqu'il y a scandaleux, ce qu'il faut savoir, que vous avez des prêtres, soi-disant traditionnalistes, porte-valises de ces gens-là, ou lèche-babouche. Vous avez tapé sur Internet, vous verrez un triste personnage qui dialogue avec lui. Or, exemple parfait de la taquilla. Revenons aux Balkans. Pays à majorité orthodoxe, du moins les Serbes. Alors, les origines, c'est assez compliqué. Il y a eu des liens assez étroits avec Rome, et en fait, ça va faire basculer. Bon, ça c'est l'histoire. Enjambons les siècles. Et de publier un texte qui est une défense de nos valeurs. Un texte même surprenant de la part de François, extrêmement ferme. Et il faut savoir que le Kosovo
bien avant cette agression illégale, c'est la réalisation d'un plan. Un général américain a déclaré, et c'est public, qu'il fallait créer une nation musulmane au cœur de l'Europe pour faire éclater l'Europe. Il s'appelle comment ce général? Oh, ça me reviendra. C'est Wesley Clark. Oui, Clark. Oui. C'est Oui. pour ça. Mais je pense que j'en ai dit assez. À vous, cher ami. Merci. Mesdames, Messieurs, très chers amis, un grand merci à notre ami frère Thierry et à Massimo Alberti pour ce nouveau dîner qui nous rassemble une nouvelle fois autour de nos valeurs. Et comme le dit souvent frère Thierry, la slavophobie, la russophobie, ou dans le cas d'espèce la serbophobie, sont très largement la haine d'un contre-modèle. Un contre-modèle de société. Les Serbes, comme les Russes, parce qu'ils sont fidèles à leur propre culture, sont aujourd'hui devenus les dépositaires de l'immense héritage dont l'Europe de Maastricht ne veut plus. Pire, qu'elle a décidé de détruire. Et les Serbes qui font sous nos yeux l'objet d'un grand remplacement au Kosovo, où sont installés sur leurs terres ancestrales, dans leurs maisons, 2 millions d'Albanais soutenus par l'Amérique, ces Serbes décimés, persécutés, humiliés, privés de leur lieu de culte, qui n'ont pas encore soigné les blessures ni compté les innombrables morts qu'ils ont eues après 4 guerres en 100 ans, ces Serbes qui redoutent l'extinction biologique, comme les Russes la redoutent l'extinction biologique de leur nation, ils observent médusés, atterrés, l'adoption au Palais Bourbon, à Paris, de nos lois sociétales anti-vie, qui sont les derniers succédanés des causes progressistes au service de la mondialisation. Les Russes, comme les Serbes, sont devenus des gêneurs, quand l'Europe, France en tête ou aux côtés des Scandinaves, projette de vaincre les contraintes biologiques, de parachever la destruction du modèle familial, de promouvoir l'aide active à mourir, le droit à la sédation profonde jusqu'au décès, c'est ainsi que cela se nomme, le suicide médicalement assisté, la GPA, cette gestation miracle par ou pour autrui, tous ces concepts hypocrites qui désignent les nouveaux jeux de la vie et de la mort. À notre époque où les solidarités de groupe, d'affinité, de voisinage sont devenues obscènes et encourent même la rigueur des tribunaux, ne sont-ils pas ridicules ou criminels, nos méchants Slaves qui veulent persévérer dans leur être national? Ces Slaves qui croient encore que nous naissons tous d'un homme et d'une femme, que l'histoire nous fait naître quelque part, avec les racines de nos ancêtres et pas ailleurs, que la terre et la nation sont des valeurs indépassables. L'Europe de Maastricht, qui commence à percevoir son échec, a donc fait des Russes et des Serbes ses ennemis utiles, les grands responsables de sa propre faillite, des paysans attardés. Et les lyncheurs sont réunis. La mise à mort a lieu tous les jours, sur nos médias, que nous finançons par nos impôts. Les crises des Balkans auraient dû nous alerter il y a longtemps, dès les années 90. L'été 2015, parce qu'il a véhiculé des images du passage illégal des frontières du continent par des centaines de jeunes gens arabos, maghrébos, musulmans, afghans ou africains, cet été 2015 aura été celui d'un retour apparent dans l'actualité de la problématique des Balkans, couloir de tous les dangers. Nous avons vu à ce moment-là des paysages de ces pays-là. Nous avions vu en 90-99 des scènes de bombardement de l'OTAN et des colonnes de tanks et de malheureux sur les écrans. On a vu en 2015, cette fois, des colonnes de migrants agressifs forçant le passage vers l'Europe de l'Ouest, cisaillant les clôtures, et on les a vus dévaster et souiller les autobus qui avaient été mis, et les trains, mis généreusement à leur disposition par les nations envahies. Mais nous aurions dû percevoir
il y a longtemps, les prémices de cette catastrophe, de ce tsunami qui frappe l'Europe. Tous les éléments étaient déjà perceptibles il y a 20 ou 25 ans, et c'est ce que je vais essayer de montrer ce soir. Une image d'Épinal qui veut que les Balkans, ce serait la faute de la géographie, soit une zone grise, la part d'ombre de notre continent, le champ des manœuvres des grandes puissances, annus mundi, on l'a dit, le terrain des dissensions, des vaines querelles entre les peuples. Et des politologues roumains ou grecs, qui sont des balkaniques, exaspérés par l'image négative de leur pays, ont voulu en finir avec ce terme de balkanisation, qui est toujours en usage en sciences politiques, pour désigner l'émiettement et le désordre. Alors, ils préfèrent que l'on parle de libanisation, ce qui est totalement injuste pour nos amis chrétiens libanais. Il y a des gens, même pour nier carrément le concept de Balkan, les Slovènes par exemple, qui ont appartenu volontairement à cette portion balkanique, la Yougoslavie, pendant 80 ans. Et ils disent aujourd'hui, nous ne sommes pas des balkaniques, nos noms propres, nos noms de famille ne terminent pas par Ić. Alors les Croates, dont les noms, eux, finissent bien par Ić et dont le territoire couvre la péninsule, et très loin au sud, disent eux aussi, nous n'en sommes pas. Les Balkans, c'est plus loin au sud. Les balkaniques, ce seraient finalement les gens qui posent des problèmes à l'Occident, comme on pose des bombes. Et le fameux baril de poudre, le chaudron où se cuisent tous les drames de l'Europe, et ce chaudron où nous finirions un jour ou l'autre cuits et recuits. Mais comme beaucoup de balkaniques, roumains, albanais et bulgares en tête, ont fait déjà allégeance à l'OTAN américaine, l'Occident a décidé une fois pour toutes que ces maudits Balkans étaient viciés uniquement par la mauvaise graine serbe. Les méchants de la péninsule, ce sont les Serbes, parce que les Serbes, devant l'entreprise de démolition de nos valeurs par l'Europe mondialiste, sont les seuls pour dire, comme les Russes, non, non, vous ne nous casserez pas comme nation, comme culture, comme église chrétienne. Un exemple. Souvenez-vous de Roland Garros l'année dernière, le sportif serbe Nole Djokovic a toujours revendiqué l'amour de sa patrie, de son fils Stéphane, de sa femme, de sa religion. Il prie avant les matchs. Obscène, indécent, intolérable. En mai 2015, souvenez-vous, on l'a vu sur l'écran, le public de Roland Garros applaudit bruyamment les quelques fautes qu'il commet contre son adversaire Roger Federer, et toutes ces petites gens pensent au fond, dans leur lâcheté, qu'en accablant un Serbe, quand c'est possible, on fait mal aux Russes, qui sont décidément, ces Russes, trop forts et hors de portée. Alors comment on en est arrivé là, à cette serbophobie? J'en ai parlé dans mon livre « Les boucs émis-serbes », que voici, que j'aurai le plaisir de signer tout à l'heure, publié aux éditions Fraction, dont je salue le directeur, mon ami Gérald ici présent, qui s'est donné pour tâche, lui, de rapprocher les continents, les Russes et tous les autres Européens de bonne volonté attachés à notre culture. Je signerai aussi avec plaisir ma traduction, également publiée chez Fraction, ma traduction d'un livre de Biljana Živković, que j'ai intitulé « Kosovo, casque bleu et couronne d'épines ». Le titre original était les souffrances chroniques des souffrances des Serbes au Kosovo. Fraction, par ailleurs, publie de la poésie, des beaux-arts, tout récemment un superbe livre sur les dessins japonais de Toulouse-Lautrec. Pour mesurer le piétinement de nos pays sur ces questions balkaniques, qui aurait dû nous alerter à partir de 90, avant qu'on en arrive à la catastrophe actuelle, je rappellerai des dates. Il y a en 1975 un accord Est-Ouest important, en pleine guerre froide, l'accord d'Helsinki, qui conclut la conférence d'Helsinki. La carte des pays d'Europe est consolidée, des principes de détente militaire sont affirmés,
des solidarités économiques sont nouées. Face au communisme, qui à l'époque, il faut s'en souvenir, est installé dans un tiers des pays du globe, Amérique latine, Asie et Afrique comprises, les Occidentaux sont très fiers d'avoir fait la nique au Kremlin en imposant dans le texte de l'accord final des mesures très démocratiques, mais finalement, bien sûr, dérisoires, telles que le rapprochement des familles, lequel principe contraint la France, en 1978, à généraliser le regroupement familial. Bien sûr, il s'agissait de forcer l'URSS à laisser partir à l'ouest les familles des musiciens ou des danseurs soviétiques qui quittaient l'URSS cachés dans un étui de contrebasse. Mais on voit aujourd'hui où cette belle victoire sur l'URSS, cette victoire du regroupement familial a conduit notre Europe. Bref, il y a en 1975 un ordre mondial qui reconnaît l'intangibilité des frontières, sauf accord entre les partenaires, comme ce sera le cas entre la Tchéquie et la Slovaquie, pour liquider la Tchécoslovaquie créée à la fin de la Première Guerre mondiale. La chute du mur de Berlin, le 9 novembre 1989, vient ébranler la paix de Helsinki. Le 12 septembre 1990, à Moscou, à la Maison des syndicats, rue Oktyabrskaya, à 300 mètres de l'ambassade de France où je servis, l'accord 2+4 réunit les dirigeants des deux Allemagnes et les 4 États vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale, États-Unis, URSS, France et Royaume-Uni, pour consacrer la réunification allemande. Il est alors, bien entendu, j'accompagnais mon ambassadeur pour prendre des notes, et je peux vous l'affirmer, que pour faire avaler cette réunification soviétique, les Occidentaux donnent à Gorbatchev l'assurance que l'OTAN et le pacte de Varsovie vont se dissoudre symétriquement pour créer une nouvelle ère de prospérité, une nouvelle ère de détente, de paix et de coopération Est-Ouest. Un marché de dupes. Gorbatchev était un naïf qui croyait pouvoir perpétuer le communisme par des réformes internes qui lui avaient été conseillées par le KGB. Il était une sorte de Dubček numéro 2, souvenez-vous du printemps de Prague. Il pensait pouvoir ainsi tout garder, en faisant quelques réformes, garder le communisme et garder la fédération des 15 républiques. Mais les Baltes, évidemment, encouragés par les Allemands et les Géorgiens, encouragés par les États-Unis, vont tout faire éclater. On voit naître à ce moment-là 15 pays indépendants et c'est Boris Eltsine qui a tout misé sur l'idée nationale russe qui empoche la mise. Et pour 10 ans. Et qui va plonger la Russie, évidemment, en catalepsie. L'Occident observe ce beau résultat. Pratiquement aucun coup de feu n'a été tiré. Le communisme s'est écroulé. C'est bien sûr aussi le mérite de Jean-Paul II et du président Reagan. Et les milieux de l'OTAN se disent « Ah, pourquoi pas aussi la dissolution de la Yougoslavie? C'est aussi une fédération communiste. » Bon, une fédération qui est à l'origine, rappelons-le, l'union des Slaves du Sud, une union volontaire qui, dès le début, était patronnée par le roi de Serbie en 1918, M. Badinter, grand juriste, préside à ce moment-là, dans ses début de ces années 90, une commission où l'on estime que les 6 républiques yougoslaves peuvent et doivent se dissocier de la même façon que l'URSS, qui s'était divisée en 15, sans changer les frontières intérieures. Sans changer les frontières intérieures. Ce qui veut dire que la Serbie aujourd'hui devrait être encore une et indivise en droit international. Tout ceci alors que la Yougoslavie, chef du mouvement des non-alignés, était plutôt respecté par la communauté internationale pour une forme assez acceptable de socialisme qui s'appelait l'autogestion et par une forme aussi acceptable de fédéralisme interne entre les 6 républiques. Du nord au sud, bon, Slovénie, Croatie, Bosnie-Herzégovine, Monténégro, Serbie et Macédoine tout au sud au contact avec l'Albanie, avec la Grèce. Le point faible de l'huître yougoslave serait donc plutôt au nord, et les Slovènes sont déjà à cette époque une demi-colonie de l'Autriche,
Ils sont poussés par les Germaniques vers une indépendance autoproclamée. Ceci alors qu'ils profitent économiquement à fond de leur position de yougoslave, de passerelle entre capitalisme et communisme. Les Croates, eux, se souviennent qu'ils ont été indépendants. Il faut dire une seule fois dans leur histoire, et sous le patronage de l'Allemagne nazie, il s'agissait de 41 à 45 de la Croatie des Oustachis. Le problème pour l'indépendance de la République fédérée de Croatie, c'est qu'il y a là presque 1 million de Serbes qui sont là sur ce territoire depuis des siècles, qui ne pensent même pas qu'ils sont en Croatie. Ils sont ce qu'on appelle les kraïnas, les marges. Ils sont là depuis des siècles, ils ont défendu la chrétienté face aux Turcs, notamment à la demande de l'Empire austro-hongrois, parce que ce sont d'excellents paysans soldats. Et ces Serbes-là, et les autres, ont de mauvais souvenirs de l'État croate fasciste Oustachi. Et qu'à cela ne tienne, la question sera réglée à coups de canon 4 ans plus tard, quand l'Allemagne et des conseillers militaires américains vont aider le régime de Zagreb, vont l'armer et le conseiller pour liquider les poches de population serbe, des centaines de milliers de familles orthodoxes qui doivent donc fuir le nord des Balkans à pied ou juchés sur des tracteurs, des chars à foin en direction des régions serbes de Bosnie, du Monténégro et bien sûr de la Serbie où ils vivent encore. Tout se joue froidement. Le moment clé, c'est fin décembre 1991 au Conseil européen de Maastricht qui réunit les 15 pays de la CEE. Nous n'étions que 15 à l'époque. Le chancelier Kohl constate que les 14 autres pays sont à peu près d'accord pour conserver la Yougoslavie, tout en élargissant bien sûr les prérogatives de chaque peuple, de chacune des républiques fédérées, compte tenu du fait que des minorités pourraient être prises au piège dans de petites entités nationales. Et Kohl fait donc des pieds et des mains. Le conseil va durer 2 jours et 2 nuits, ce qui est tout à fait exceptionnel. En général, c'est bouclé pendant 6 heures de temps. Il fait donc des pieds et des mains pour casser ce consensus. Il met en balance toute la coopération économique, le sort de la future monnaie économique, la monnaie commune, l'écu, à l'époque. On connaît la suite de ces 2 nuits de travaux. Le Conseil obéit à l'Allemagne et crée la politique étrangère et de sécurité commune. Le prix à payer, c'est la reconnaissance de la Slovénie et de la Croatie indépendante, quelles que soient les conséquences. L'Allemagne est tellement impatiente de retrouver via la Slovénie et la Croatie les mers chaudes dont elle pouvait disposer via l'Autriche-Hongrie, bien sûr, jusqu'en 1914. Elle est tellement impatiente de cet accès à la Méditerranée, et tellement impatiente qu'elle va reconnaître ces 2 pays avant même que la CEE le fasse. Roland Dumas dira plus tard, 2 ans plus tard, alors qu'il n'est déjà plus aux affaires, à Maastricht, nous avons tout lâché. Les dominos tombent les uns après les autres, alors que les combats ont déjà commencé autour des enclaves serbes du territoire nouveau de la Croatie, indépendance de la Bosnie-Herzégovine, proclamée par une coalition croato-musulmane, sans l'accord des Serbes qui boycottent le référendum d'indépendance, indépendance de la Macédoine. Les 2 seules républiques fédérées qui sont encore attachées à l'idée yougoslave, à la fraternité des peuples slaves, ce sont la Serbie et le Monténégro, qui est d'ailleurs, à l'époque encore, majoritairement serbe, ce qui ne sera plus le cas avec le grand remplacement albanais. Elles forment alors les 2 républiques, la République fédérée de Yougoslavie, qui finira par se dissoudre définitivement en 2006, grâce à diverses machinations politiques de l'OTAN auprès des Monténégrins. Commence alors la guerre de Bosnie. Je dirais bien plutôt les guerres civiles de Bosnie. Parce que la propagande américano-allemande a réussi un exploit. Alors que la Bosnie-Herzégovine fédérée de la Yougoslavie titiste a toujours été un pays triethnique,
c'est-à-dire serbo-croato-musulman, y compris constitutionnellement. Cette propagande arrive à faire croire à une opinion ignorante que de pauvres habitants musulmans de la Bosnie vivant paisiblement dans leur pays, notamment à Sarajevo, où ils ont créé une nouvelle cordou de tolérance envers les peuples dhimmis, sont attaqués de l'extérieur par des Serbes barbares qui ont le couteau bolchevique entre les dents. Voilà la fable. Or, il y a 4 belligérants au moins, 4 guerres civiles entre 1991 et 1995, Serbes contre Croates, Croates contre musulmans, musulmans contre Serbes et musulmans contre musulmans. Les musulmans fanatiques d'Alija Izetbegović, en effet, idole d'un intellectuel français à la chemise blanche immaculée, appellent ces musulmans fanatiques appellent à l'aide 7000 moudjahidines de l'extérieur, saoudiens, iraniens, égyptiens, français, les gentils garçons du gang de Roubaix, Lionel Dumont et Mouloud Bouguelan, qui vont couper les têtes des Serbes lors d'exécutions rituelles. 7000 moudjahidines, et l'estimation n'est pas de moi, elle est du Spiegel allemand, contre les musulmans laïcs de Fikret Abdić, qui se dit, lui, et c'est la vérité historique, serbe de confession musulmane, et qui se voit obligé de faire alliance avec les Serbes orthodoxes. Ce Fikret Abdić, du reste, finira capturé en 1994 par les Croates, et il ne sera libéré de sa résidence surveillée en Dalmatie qu'en 2010. La CIA et les Allemands favorisent le passage de ces moudjahidines et de leurs armes, qui sont livrées à l'aéroport de Sarajevo comme aide humanitaire. Après tout, l'occasion est trop belle, les moudjahidines ont fait leurs preuves anticommunistes en Afghanistan et au Proche-Orient. L'idée insensée, c'est bien sûr de vouloir créer un État musulman pro-américain en Europe, alors que 7 des 19 terroristes du 11 septembre 2001 sont passés par les champs de bataille de Bosnie, ont reçu des passeports bosniens comme l'actuel chef d'Al-Qaïda, Al-Zawahiri, qui était le lieutenant de Ben Laden, et qui l'a remplacé. Ben Laden qui avait lui aussi, bien sûr, un passeport bosnien. Et que deux de ces terroristes du 11 septembre, dans leurs vidéos de martyrs propagandistes, citent nommément le siège de Sarajevo comme justification pour l'attaque des 2 tours. Enivrés par ses succès contre les chrétiens slaves bolcho-orthodoxes, les Américains sous drapeau OTAN, et bien sûr sans mandat onusien, commencent en 1994 leur bombardement contre les positions serbes, cette fois avec des munitions à l'uranium appauvri qui avait déjà été expérimenté en 1991 contre l'Irak. Nos soldats en seront malades, des soldats canadiens sont traités pour tout cela, puisqu'ils étaient sur le sol. Ils arrivent à réconcilier, et italiens, j'oubliais les soldats italiens, il y en a plusieurs centaines qui ont été contaminés. Ils arrivent à réconcilier, les Américains arrivent à réconcilier contre les Serbes, les Croates et les musulmans, qui créent une fédération croato-musulmane de Bosnie. Ils prétendent que c'est l'embryon d'une future fédération fraternelle qui associera aussi les Serbes. Peine perdue, l'accord de Dayton en 1995, au contraire, scelle la division, et c'est le prix à payer pour arrêter la guerre, scelle la division de la Bosnie en 2 entités qui n'ont que le minimum en commun, même pas toutes les fonctions régaliennes. D'une part, une fédération croato-musulmane, c'est 51% du territoire, qui est un peu le mariage de la carpe et du lapin, un tout petit lapin catholique, et du reste croate, 400 000 personnes qui deviennent les otages de 2,5 millions de conquérants musulmans bosniaques. C'est le principe, au fond, et c'est très bien imaginé, le principe de la chaîne qui unit 2 esclaves dans les plantations de coton aux États-Unis en 1850. L'un empêche l'évasion de l'autre et contrôle l'autre. Ces malheureux Croates de Bosnie, ces malheureux Croates catholiques abandonnés par le régime de Zagreb, qui leur a tout de même donné un passeport croate de Zagreb en compensation, ces malheureux sont désormais attaqués tous les jours
par des bandes musulmanes à Mostar ou à Livno. Leurs églises sont caillassées ou souillées. D'autre part, l'autre moitié de la Bosnie-Herzégovine, l'autre entité de Bosnie reconnue par Dayton, la Republika Srpska, la République serbe, 49% du territoire, serbe à 85%, administrée depuis Banja Luka, où je vis, deuxième ville du pays, et dont les franchises police, justice, régime fiscal, institutions politiques sont reconnues formellement par l'accord de Dayton. Mais cet accord de Dayton, qui a été paraphé seulement à Dayton le 21 novembre 1995 et qui a été signé officiellement ici à Paris, à l'Élysée, le 14 décembre, a été obtenu des signataires par la fraude. Les Américains, pour rassurer les musulmans à propos de l'existence de la République serbe, ils leur ont promis, les Américains ont promis aux musulmans, qu'il faut appeler désormais bosniaques, bon, que la structure fédérale serait abolie plus tard, qu'il n'y aurait plus de Republika Srpska, que c'est qu'un petit bout de chiffon à signer et qui pourront ensuite dominer par le nombre et imposer une forme de dimitude aux chrétiens, à la fois catholiques et orthodoxes. Les Américains ont promis aussi aux Croates la future soudure avec leurs frères catholiques de Zagreb, et ils ont bien sûr juré aux Serbes que leurs prérogatives souveraines seraient respectées. Alors les manipulations commencent très rapidement. Le petit territoire serbe de Brčko, au milieu de la Republika Srpska, qui forme comme un L retourné, ce territoire avait été laissé hors de l'accord. C'était une ruse formidable des négociateurs et soumis à la décision d'un tribunal arbitral. Il faudrait dire arbitraire, bien sûr. Le juge anglais Owen est remplacé par un juge américain et Brčko devient, en mars 1999, de façon brutale, un district indépendant des deux entités, rattaché directement à un pouvoir central bosnien qui n'existe que sur le papier. Et les Américains couvrent de dollars les habitants de Brčko. C'est une opération d'ingénierie démocratique, selon le terme voulu, pour prouver que les tensions interethniques sont solubles dans les dollars. Et ils créent une mafia locale. Le résultat le plus déplorable, toujours en termes d'ingénierie démocratique, on verra ce qu'il en est en Libye, en Irak ou en Afghanistan, ce n'était pas l'échec de ces modèles ridicules, c'est que ce territoire de Brčko empêche les Serbes de Bosnie d'avoir un continuum territorial. Donc de faire un jour sécession en vue d'un rattachement éventuel, parfaitement logique avec la Serbie. Le pouvoir à Banja Luka n'a jamais reconnu cette sentence arbitrale, ce qui est totalement arbitraire. Le jour même de cette sentence, totalement inique, du tribunal américain, le 5 mars 1999, le président élu de Republika Srpska de l'époque, Nikola Poplašen, est destitué tout simplement par le haut représentant de la communauté internationale, Carlos Westendorp, qui avait été nommé conjointement par l'Union européenne et les États-Unis. Preuve est faite que l'on peut faire n'importe quoi contre les Serbes. La Russie affaiblie économique, au bout du rouleau, avec un Boris Eltsine détruit, sans direction réelle, pardon. Oui, Alcolo. Disons-le, laisse faire, la Russie laisse faire. Entre-temps, les Occidentaux sont arrivés à bafouer l'accord de Dayton en créant des agences centralisées qui contournent les institutions des Serbes, surtout en matière de police et de protection des frontières internes, en instituant une monnaie commune de la Bosnie, qui est toujours en vigueur. J'en ai un exemplaire dans ma poche, le marque allemand, qui est rebaptisé marque convertible. Le seul fait que le marque allemand se soit perpétué en Bosnie montre bien où est la puissance économique en Europe. Et autre innovation, un drapeau commun comique, qui est l'œuvre du haut représentant espagnol Carlos Westendorp, qui l'a conçu lui-même, et qui est une sorte d'acte manqué freudien. On a une tache jaune et bleue qui représente à peu près le territoire de la Bosnie-Herzégovine, coupée en diagonale comme une pomme de discorde par des étoiles européennes. Et le vert était bien sûr inacceptable aux yeux des Serbes. Le rouge, que demandaient les Serbes, était bien sûr inacceptable pour les musulmans. Donc on s'est rattrapé sur le jaune et le bleu. Comme les Serbes se laissent faire et que les Russes n'ont pas l'occasion de donner leur avis,
il se contente, dans les documents officiels du haut représentant de la communauté internationale, de mettre une petite note, la Russie n'est pas d'accord. C'est tout. Mais bon, ils ne peuvent pas s'opposer à cette puissance formidable. Les Américains vont imaginer de frapper les Serbes encore plus fort. On va attaquer Belgrade, on va attaquer la République de Yougoslavie, Serbie et Monténégro à l'époque, par des frappes aériennes humanitaires. Il y a des surplus de munitions à l'OTAN, reste à trouver le bon prétexte. Le concept de guerre humanitaire s'est développé à cette époque grâce au grand mensonge des médias. Il faut se souvenir des fameux charniers de Timișoara, ces faux charniers. Il y a aussi à l'époque les fantômes du Rwanda. Comme on a tardé à intervenir là-bas comme au Cambodge, et peut-être même un peu dans le cas du Rwanda, aider les génocidaires au début des années 90, il faut mettre les bouchées doubles. Il y a un rattrapage de repentance. Alors, en 93, la Bosnie-Herzégovine est encouragée par les Américains à déposer à toute fin utile une plainte contre la Yougoslavie pour génocide. C'est-à-dire 2 ans avant les événements de Srebrenica qui sont qualifiés par l'Amérique de génocide. Les événements de Srebrenica, qui a été non pas un génocide, mais un crime de guerre grave, commis par les Serbes contre les musulmans en 1995, que les Serbes ont reconnu honnêtement à 4 reprises, ce que n'ont pas fait les autres combattants pour les crimes de guerre commis contre les Serbes, à 4 reprises en présentant leurs excuses, ce qu'ils n'auraient jamais dû faire d'ailleurs. Parce que la repentance accable toujours celui qui a la faiblesse de s'y livrer auprès d'adversaires de mauvaise foi. Plus vous reconnaissez vos torts, évidemment, plus on va vous en inventer de nouveaux. À cette époque, le journaliste français Jacques Merlino, il faut s'en souvenir, qui ose dire courageusement la vérité sur cette guerre, est boycotté, puis carrément écarté de la télévision d'État. Les Américains observent la situation au Kosovo, où les immigrants albanais, depuis une trentaine d'années, ont peu à peu envahi l'espace historique des Serbes. Le projet américain en 1998, qui est sans précédent depuis la Deuxième Guerre mondiale, est de détacher une partie du territoire de la Serbie, pays européen, pour l'offrir à une communauté de nouveaux colons albanais, tous musulmans. Les Albanais catholiques sont partis déjà, et il y en avait beaucoup, il y en avait 30%, dont Mère Teresa. Le projet est de créer un nouvel État fantoche dirigé par une poignée de mafieux spécialisés dans les trafics de drogue, de traite de blanches, et plus tard, on le verra en 99-2001, dans l'assassinat de Serbes et de Tziganes pour le prélèvement et la vente d'organes humains à greffer dans les cliniques de la mort, dans les cliniques occidentales de luxe. L'idée est d'administrer cet État fantoche depuis une base US qui sera installée à Bonstil, dans le Kosovo conquis, et qui est aujourd'hui la plus grande base américaine en Europe, conçue pour 6000 GIs. Dès 97-98, des commandos albanais de l'UÇK sont entraînés en Albanie par la CIA et les services secrets allemands. Dans ces camps sont entraînés d'ailleurs également des activistes proche-orientaux arabes qui sont lâchés ensuite pour des opérations ponctuelles au Proche-Orient ou au Moyen-Orient. Même le très puritain journal Le Monde en a fait état, ce qui n'est pas rien. La référence, je vous la donne, Le Monde, 26 novembre 2005, l'article s'appelle « Les Américains avaient créé une prison secrète au Kosovo ». 2 étapes. D'abord, le faux cri d'alarme dans les médias. En janvier 1998, l'armée yougoslave doit affronter un groupe armé de séditieux albanais, armés, à une trentaine de kilomètres de Pristina, à Račak. 45 de ces tueurs sont abattus dans la forêt par les Serbes, les armes à la main. Et les policiers et les soldats serbes, de leur côté, perdent de leur côté une vingtaine d'hommes. L'envoyé américain William Walker, officiellement émissaire de l'OSCE, assure devant les télévisions que Belgrade a massacré 45 paisibles villageois albanais. La secrétaire d'État, Madame Madeleine Albright, invente d'autres inventions. Des douzaines d'Albanais auraient eu la gorge tranchée. Dans d'autres régions, on aurait vu des wagons plombés, des marches forcées, des exécutions de masse dans les fossés. Et Bill Clinton, dans son discours à la nation américaine du 24 mars 1999, alors que
les frappes aériennes, évidemment, sont déclenchées, rajoute ses propres élucubrations morbides. Les Serbes, je cite, vont de village en village mitrailler les civils et brûler leurs maisons. Nous avons vu des innocents enlevés de leur foyer, forcés à s'agenouiller et mordre la poussière sous une pluie de balles. En fait, et c'est formidable, c'est le grand retournement, c'est exactement ce que font les Albanais à la minorité serbe encore présente au Kosovo. Et le poteau rose, il est révélé 2 ans après par le Toronto Sun, puis par la Berliner Zeitung, enfin par le quotidien Le Monde. Il n'y a pas eu de massacre de civils albanais à Ratchak. Les Albanais tués ont tous été tués avec des traces de poudre sur les mains, de différents angles, puisqu'ils attaquaient de différentes positions dans cette forêt. Et encore plus étonnant, la Berliner Zeitung a révélé que les insignes militaires de l'armée terroriste UÇK albanaise ont été arrachés des vêtements des 45 cadavres. Ces cadavres ont été ramassés sur tout le champ de bataille, ils ont été rhabillés en villageois et empilés les uns sur les autres pour figurer une exécution de masse. Alors, il est intéressant de noter que le même scénario, la même farce a eu lieu en Colombie. L'armée de Colombie a fait une mise en scène tout à fait semblable, mais à l'inverse, pour faire du chiffre dans sa lutte contre les FARC. Les militaires colombiens ont habillé des cadavres de simples villageois en guerrieros FARC et ensuite, évidemment, posé pour la photo devant les cadavres entassés. Deuxième temps du projet américain, on exploite à fond le mensonge, au niveau diplomatique, pour justifier l'attaque. On convoque le fameux groupe de contact des ministres des Affaires étrangères occidentaux qui avaient déjà été réunis pour les affaires de Bosnie. On convoque à Rambouillet une conférence internationale où les dés sont déjà pipés. Officiellement, il s'agit de chercher une voie négociée. De leur côté, les Serbes acceptent des élections libres, qui donneraient le pouvoir éventuellement aux Albanais. Et ils acceptent aussi une très large autonomie pour le territoire, mais en fait, on leur pose des exigences sciemment inacceptables, comme le passage sur leur territoire de groupes armés étrangers et le déploiement à Belgrade de plusieurs dizaines de milliers de soldats de l'OTAN. Ils ne peuvent pas accepter. Les jeux sont faits, Rambouillet échoue, et les Américains sont tout fiers d'annoncer que les opérations vont commencer. Ils avancent 3 raisons pour faire la guerre aux Serbes. D'abord, prévenir une catastrophe humanitaire. On connaît la chanson. Il s'agit de liquider les restes d'une influence communiste ou russe dans la région. Deuxièmement, établir la stabilité dans les Balkans. C'est une plaisanterie puisque le but est de contrôler le couloir économique, par exemple gazier, qui est encore préempté par la Russie. On l'a vu avec le South Stream. Il s'agit tout simplement de s'approprier les ressources du Kosovo, qui possède 13 milliards de tonnes de lignite, sans compter les plus grandes réserves régionales de l'or, vous l'avez dit, de cuivre, de zinc, de plomb, de nickel. La société américaine NVDT, qui a obtenu en 2013 des autorités locales de Pristina, des autorités fantoches, une concession pour transformer la tourbe locale en carburant diesel de haut rendement énergétique, a tout simplement pour président le militaire à la retraite dont nous avons parlé, Wesley Clark, le général américain qui commandait les opérations forces alliées contre les Serbes entre mars et juin 1999. La troisième raison est à peine maquillée. Il s'agit de redonner de la crédibilité à l'OTAN qui n'a plus de raison d'être. On l'a dit depuis la guerre froide, depuis la fin de la guerre froide, et n'a jamais fait la guerre depuis 50 ans. L'OTAN, donc, devrait recevoir une nouvelle vocation humanitaire, il faut imaginer. Elle se transformerait en une agence des droits de l'homme. Bien armée, bien entendu. Pourquoi pas. Et c'est la curée pendant 78 jours. 18 pays ligués contre la Yougoslavie, qui est plusieurs centaines de fois moins puissante. 50 000 bombes à l'uranium appauvri, qui contaminent encore l'équivalent de 2 départements français.
Kosovo, Serbie et Monténégro, avec un record mondial aujourd'hui pour les cas de cancer, pas seulement de la thyroïde, sans compter les bombes sur les usines chimiques de Serbie, qui de ce fait ont laissé échapper notamment des centaines de milliers de litres de chlore dans le Danube. Donc la mer Noire, évidemment, est totalement infectée. Plus de bombes conventionnelles en 2 mois et demi que les Serbes n'en avaient reçu de l'Allemagne hitlérienne pendant 4 ans de guerre. Les ponts, les hôpitaux, les voies ferrées, 242 écoles, selon l'UNESCO, sans doute plus, sont pilonnées, 64% du potentiel industriel. Et même l'ambassade de Chine à Belgrade est détruite, une erreur de tir. Des enfants morts, l'OTAN ne s'excuse pas, mais indique que ce sont des dommages collatéraux. Aujourd'hui, dans les églises serbes, il y a une icône nouvelle sur les murs. La voici. Sainte Milica, une gosse de 3 ans. Une gosse de 3 ans qu'on voit ici. J'ai souhaité placer sa photo au verso du livre sur le zéro mort pour l'OTAN. C'est la première guerre OK pour l'Occident en Europe, si OK veut bien dire Zero Killed, oui, par référence à une pratique, alors là les origines sont variées, une pratique des marins britanniques qui inscrivaient sur la coque du navire le nombre de tués, 2 cas pour 2 tués, 3 cas pour 3 tués. La Suisse neutre, qui n'a pas eu la chance de donner son coup de pied au lion blessé, demande en juin 1999, après avoir convoqué d'urgence ses députés, elle demande à ajouter 235 soldats aux forces présumées de paix pour pacifier le Kosovo en offrant des facilités au transport des occupants albanais. Par ailleurs, les mêmes États qui ont fait la guerre se déguisent aussitôt sous un autre uniforme en force de paix appelée KFOR. La guerre faite aux Serbes s'est déployée à partir de 2 fronts, à partir de 1999, de l'extérieur par les forces aériennes et de l'intérieur en laissant sciemment le champ libre aux commandos albanais. Les 17, 18, 19 mars 2004, par exemple, et c'est ce que raconte notamment le livre de Biljana Živković, que j'ai traduit, se déroule un pogrom où 2000 maisons serbes sont brûlées ou détruites, 300 chapelles, églises ou monastères détruites, 10 000 ou endommagées, 10 000 icônes volées, puis revendues, notamment pour 3 sous aux forces occidentales d'occupation. Les officiers allemands et anglais de la KFOR se rendent dans les villages serbes le 17 mars et proposent hypocritement aux villageois de les mettre en lieu sûr, sans leur dire où, parce qu'ils vont être attaqués. Ils ne savent pas par qui. Les Serbes refusent, naturellement, et ils défendent eux-mêmes héroïquement leurs fermes, leurs maisons, parfois leurs églises quand c'est possible, avec des pertes énormes. En 1999, après la cessation des bombardements, seuls quelques officiers étrangers ont protégé les Serbes. Leur noblesse d'âme a ému les victimes de cette horrible guerre. Parmi eux, le colonel Jacques Hogar, fils du héros de la Deuxième Guerre mondiale, le général Hogar, et neveu d'un autre héros, Pierre de Bénouville, compagnon de la Libération. Hogar a sauvé l'honneur de la France au Kosovo, et pas seulement l'honneur et la vie des nonnes du monastère d'Ević, attaquées par des soudards albanais. L'épilogue n'est pas encore écrit. Si nous avons encore le temps, je lirai quelques passages du livre de Biljana Živković. Mais on aurait dû, à mon sens, tirer à temps les leçons de ces guerres contre les Serbes. J'en ai dégagé 7. Première leçon. Le droit international a perdu définitivement son sens dans ces années-là. Le système onusien a été détourné
comme jamais avant, sauf peut-être pendant la guerre de Corée, en 1949, quand les soldats américains avaient combattu sous le drapeau des Nations Unies. Le livre de Biljana Živković cite l'exemple des sanctions injustes qui ont été instituées en mai 1992 contre la Yougoslavie par la résolution 757 du Conseil de sécurité, du reste déclenchée par l'attribution à des Serbes de l'explosion d'une boulangerie à Sarajevo, qui n'était pas leur fête, mais qui était celle des musulmans. Cette résolution institue donc des sanctions bien plus graves que les sanctions actuelles des Occidentaux contre les Russes, qui font surtout du mal à la France et à quelques autres pays. Ces sanctions contre la Yougoslavie, comme premier effet, avaient privé de transport aérien l'espace serbe et empêché l'approvisionnement en bonbonnes d'oxygène des hôpitaux, d'où la mort de 13 bébés prématurés. C'est un épisode, évidemment, dont se souviennent les Serbes comme exemple de l'insensibilité de la machine onusienne. Biljana Živković cite aussi l'exemple de la conférence de paix de Londres, sous l'égide du secrétaire général des Nations Unies de l'époque, Boutros Boutros-Ghali, les 26-28 août 1992, où on propose à la délégation yougoslave serbe des documents inacceptables qui sont posés déjà dans la salle de négociation, sur les tables des délégations officielles et aussi sur les tables des autres salles réservées à la presse et aux organisations non gouvernementales, dites humanitaires. Les Serbes refusent de signer ce papier, ce document final avant toute négociation, et ils demandent que l'on retire tous les documents des tables. Comme les Britanniques voient qu'ils sont résolus, qu'ils ont quitté la salle, ils leur demandent de revenir et de continuer à négocier sans les documents. Alors un texte est signé, mais c'est un autre qui est publié par Londres et qui est distribué dans le monde entier par le Foreign Office, comme si les Serbes l'avaient signé. Voilà l'imposture. Deuxième leçon. Pour discréditer un pays, tous les mensonges passent sans problème dans les médias. D'une part, les médias américains ont une force de frappe sans précédent. D'autre part, les médias européens, soumis à une concurrence effrénée dès cette époque-là, et même s'ils sont méfiants, n'ont pas le temps de vérifier. De ce fait, ils se rangent à la pensée dominante, surtout quand l'information la plus rapidement disponible vient des points de presse des officiers de l'OTAN. À Sarajevo, l'officier français ne donnait qu'un point de presse par jour, tandis que les Américains en donnaient un toutes les heures et demie. Bien sûr, cela fait la différence. Troisième leçon, pour attaquer un pays, après avoir lancé une campagne de presse, il est bon qu'une parodie de justice internationale vienne en renfort avec la création de tribunaux pénaux internationaux ad hoc pour tel ou tel pays, ou tout simplement le détournement de la Cour internationale de justice déjà existante. Le tribunal de La Haye, pour l'ex-Yougoslavie par exemple, qui est animé par des cadres de l'OTAN, trouve moyen d'infliger en peine cumulée, arrêtons le calcul simplement en 2014, 41 ans pour les condamnés musulmans, coupables de crimes de guerre, 146 ans pour les condamnés bosno-croates, catholiques, 1117 ans pour les condamnés bosno-serbes, alors qu'il s'agit d'une guerre civile qui a fait son lot de victimes partout, dans tous les camps, et selon à peu près le ratio des populations à l'époque. Rajoutons à ce score, sans doute, 200 ans de peine cumulée pour les bosno-serbes, puisque la sanction définitive contre Karadzic et le général Mladic a toutes les chances d'être confirmée dans les mois qui viennent. Le tribunal de La Haye est tout simplement une machine à punir les Serbes. Quatrième leçon, un grand remplacement dans un pays d'Europe est parfaitement possible au profit des musulmans, à l'initiative des Américains et de leur outil principal, l'organisation du traité nord-atlantique, qui protège le processus d'expulsion des habitants vernaculaires au profit des populations entrantes. Ce remplacement est plus facile quand le pays victime n'a plus d'armature morale. Dans le cas du Kosovo serbe, les villages où le prêtre orthodoxe est resté dans son église, ces villages sont restés serbes.
malgré leur situation complètement obsidionale, avec des attaques tous les jours et des destructions de sanctuaires. Les pays déchristianisés comme les nôtres sont les plus fragiles. Cinquième leçon, la redécoupe des États. Il est possible d'attaquer un pays d'Europe très ancien et développé comme cet espace yougoslave qui avait fourni 17 empereurs à Rome, qui fabriquaient des avions. Il est possible de casser ce pays, d'en prélever un morceau pour en exploiter abusivement les ressources. Puis il est possible d'en faire un nouvel État croupion reconnu par les États-Unis, à l'initiative, rappelons-le, de Hillary Clinton en 2008, puis par tous les pays de l'UE, par suivisme, sauf 5, honneur leur soit rendu, Chypre, l'Espagne, la Grèce, la Roumanie, la Slovaquie. Ces procédés inqualifiables, qui sont illégitimes même au regard des points 1 à 7 du traité de l'Atlantique Nord, qui prévoit une action armée uniquement en cas d'attaque de l'un des États membres, ces procédés ont définitivement détruit le peu d'ordre européen qui subsistait. Comment dès lors ose-t-on jouer la vertu et s'indigner que la Russie récupère la Crimée, territoire russe qu'elle avait acquise au XVIIIe siècle? Le danger est immense pour l'Europe, puisque la voie est pavée pour le néo-ottomanisme et pour la Grande Albanie. Sixième leçon, la tricherie sur les mots, l'usurpation des noms. Quand l'image, quand les interviews, quand les traductions des interviews sont truquées, l'innocent n'a plus aucune chance d'obtenir justice. Si j'avais le temps, je vous citerai encore d'autres exemples où des photos de Serbes ont été légendées, des photos de réfugiés serbes ont été légendées comme s'il s'agissait de réfugiés albanais. L'agresseur est récompensé. En cas de besoin, il ne faut pas hésiter. La photo de la manifestation de janvier 1992 qui avait été légendée par le photographe Ron Haviv, une photo qui lui a apporté la notoriété, cette photo-là montrait clairement des portraits de Tito et des drapeaux yougoslaves, et elle était légendée. Les Bosniaques s'insurgent contre l'invasion serbe. Et personne ne s'est posé une question en disant mais pourquoi ces drapeaux de... Tout le monde a vu cette photo, et tout le monde a vu la légende, et tout le monde a cru la légende. Comme si nous voyons ce que l'on nous demande de lire. Il y a eu aussi la fausse photo de détenus squelettiques du camp d'Omarska, du camp de Serbie, qui était prise tout à fait ailleurs, à l'été 92, qui a déclenché, bien sûr, dans les médias américains, une vague d'indignation contre les Serbes, la photo, etc. Même la langue est détournée. Prenez l'exemple de l'adjectif bosniaque. Bosniaque. J'ai retrouvé un document de 1858 de notre ambassadeur en Bosnie qui dit clairement que les Bosniaques, ce sont les habitants de cet espace-là et que ce sont avant tout des Serbes, parce que les Serbes étaient majoritaires à l'époque. Le rapport qui suit fait usage du terme bosniaque. Il s'agit de l'ambassadeur Touvenel. J'ai trouvé ça dans nos archives au Quai d'Orsay. Le rapport qui suit fait usage du terme bosniaque pour désigner l'ensemble des habitants de Bosnie, qu'ils soient orthodoxes serbes, catholiques croates ou musulmans. En effet, pour l'auteur de ces lignes comme pour l'Europe entière, tous sont issus d'un peuplement originel serbe. Toute cette population appartient à la branche serbe de la grande famille slave. Les musulmans eux-mêmes sont presque tous d'origine slave, et il n'y a que très peu d'entre eux qui connaissent le turc, et ils parlent le serbe comme le reste des Bosniaques. Or, le tour de passe-passe est consommé. Pour des millions de Français, les Bosniaques sont ces musulmans qui ont été attaqués de l'extérieur par les Serbes. La même chose pour les Kosovars. Le peuple kosovar n'a bien évidemment jamais existé. Il y a des Albanais qui sont entrés dans le Kosovo serbe orthodoxe, qui l'ont occupé, et qui usurpent maintenant cette appellation avec la finale AR, qui est une finale de la langue albanaise. Imaginez maintenant, après le grand remplacement en France, ce qui peut survenir.
le mot français ou même bourguignon ou breton ne servirait plus du tout à nous désigner. Les nouvelles populations diraient les Français c'est nous, et nous, Français remplacés ou soumis, nous serions obligés de nous appeler autrement. Franciliens, Gaulois, il faut trouver de nouvelles appellations. C'est la guerre des mots qui sont dévoyés pour frapper la vérité. À partir de là, le juste, l'homme sincère, le témoin, est fait comme un rat. La 7e leçon, il y a désormais une ardente obligation. C'est nous rapprocher des nations slaves, des églises orthodoxes, reconstruire une Europe en ruine avec la Russie, à ses côtés en défendant l'honneur des Serbes et des autres orthodoxes. Cette réconciliation était à l'ordre du jour avec du temps de Jean-Paul II, qui était tout à fait qualifié, évidemment. Puis, au temps de Benoît XVI, un temps trop bref, et finalement, rien n'a été fait. C'est pourtant la seule chance qui nous reste. Regardons ce qui se passe à Istanbul depuis une semaine. Je vous laisse deviner à quel culte est désormais vouée la cathédrale Sainte-Sophie, dont il était convenu qu'elle resterait un musée. C'est Istanbul. Cette Constantinople, quand elle était la capitale de l'Empire chrétien byzantin, souvenons-nous, elle avait été malheureusement mise à sac en 1204 par les croisés, par Richard Cœur de Lion. L'Empire latin qui avait été créé à l'époque par le comte Baudouin de Flandre, dans la foulée, cet empire latin n'avait pas fortifié la chrétienté puisqu'il s'était construit contre l'Église d'Orient. Il a au contraire conduit à scinder la chrétienté, à la livrer à l'arbitraire des conquérants musulmans. Le pape Innocent III, qui avait cherché à empêcher cette attaque de l'Occident contre l'Orient chrétien, n'avait rien pu faire. Et les derniers combattants qui luttaient dans Constantinople pour défendre l'empereur grec Alexis V étaient ceux de la garde impériale Varegue, c'est-à-dire russe. Encore une fois, nous n'avons rien à gagner à cet affrontement. Nous serons perdants, une fois encore, si nous laissons les Slaves, comme à la bataille du Kosovo, la bataille du Champ des Merles, si nous laissons les Slaves lutter seuls contre les Germains et les Sarrasins. Tels sont les enseignements que j'ai tirés de mes séjours dans les Balkans, mais aussi en Russie, en Pologne, dans d'autres pays centre et est européens. Ces leçons, elles peuvent cesser d'être sombres pour devenir éclairantes dès lors que l'on identifie les dangers qui menacent notre continent. L'exemple du redressement de la Russie, après 70 ans de matérialisme destructeur pour l'âme des Russes, montre bien que la spiritualité peut revenir et sauver nos nations ici, en Occident. Voilà, j'en ai fini. Merci. Y a-t-il des questions ? Est-ce que les orthodoxes qui restent au Kosovo ont une chance de ne pas être exterminés, que leur seule chance de ne pas être exterminés, c'est l'intervention des deux? La protection largement fictive de ces minorités, il n'y aurait que plus que 80 000 orthodoxes serbes au Kosovo. Cette protection est en train... Il y en avait 300-400 000 au moins. Tout dépend du point de départ, parce que oui. Si on prend à 50 ans, c'était entièrement serbe, bien sûr. Cette protection est en train d'être levée. Les forces occupantes internationales ont décidé d'enlever les barbelés autour des monastères, des églises, pour montrer que c'est normalisé. Tout va bien. Et comme il n'y a pas de caméra, ces pauvres gens-là vont être livrés encore davantage à l'arbitraire. Les villages étaient entourés, protégés. Ces gens-là sont maintenant sans défense. Est-ce que les Russes vont intervenir? Sinon, ils seraient exterminés. Ils peuvent être exterminés, ils peuvent l'être. Exterminés complètement. Ils peuvent l'être. Et nous, on les aide. Il y a un mouvement qui s'appelle Chrétienté Solidarité Merci. Kosovo. Oui, et qui est juste à côté, rue Férou, et est basé à Jarry, près de Grenoble. Il faut leur donner Il faut les aider. 2 camions par an. Il faut les aider. Ils partaient sous la protection avec des traînées de 6 camions. Mais rue Férou, c'est où il y avait l'âge d'homme. Bah, Nous, parce que ceux qui... Non, mais l'âge d'homme, oui. Ils ont fermé Enfin, le 20, on trouve l'adresse. 29 avril. Bon. nous pouvons donner, nous, les vêtements, nous pouvons donner une aide pratique. Et maintenant, c'est aux prêtres orthodoxes de Serbie
de faire leur devoir et de maintenir cette armature morale dont j'ai parlé et qui est indispensable. Parce que l'adresse, depuis le 29 avril, ils ont Moi, je déménagé. faisais directement avec Jarry. Allez-y. Vous dites pas de caméra, d'accord, mais est-ce que la presse, on ne peut pas demander un effort à la presse? Non, mais Oh, je sais mais bien non, que c'est mais du non. Elle appartient à qui la Bon, presse? s'il vous plaît. Excusez-moi, c'est la seule caméra qui reste. Oui, oui. Il y a eu sans doute d'autres Jacques Merlino qui ont été écartés, vilipendés, détruits par le système. D'accord. Moi, je peux vous donner un exemple personnel. Il se trouve que j'ai édité l'ouvrage de Mirkovitch. Ah, il est bien. Nicolas. J'allais dire Nicolas Mirkovitch. J'ai fait le même service de presse, même un peu plus que d'habitude. Et ben, je peux vous dire, j'ai eu très peu de papier. C'est forcé. Et j'avais réussi à convaincre, pour en faire la préface, un grand reporter du Figaro Magazine, un de mes copains, Jean-Louis Tremblay, qui a fait une très belle préface du livre de Nicolas Mirkovitch. Malgré cela, l'écho dans le Figaro Magazine était léger. Je donne cet exemple que je connais bien de l'intérieur pour répondre à votre question. L'omerta est évidente dans le cas des cliniques de la mort. Si vous verrez Bernard Kouchner éclater de rire quand un journaliste américain lui demande ce qu'il en est de la Maison Jaune et des autres cliniques de la mort où l'on tuait des Serbes pour leur prendre leurs organes et les vendre à de riches familles en Suisse ou en Allemagne ou en Italie. En Amérique. Ou en Israël. Oui, c'est en Israël. En passant par la Turquie, le médecin turc, c'est israélien. Kouchner éclate de rire Donc, et dit: mon jeune ami, est-ce que vous êtes suivi médicalement? Voilà, c'est bon. De toute sa superbe d'ancien médecin, il vient dire à ce journaliste américain qu'il est fou, qu'il a imaginé. Or, Kouchner devait savoir, puisqu'il était le haut représentant de la communauté internationale au Kosovo. Et puis il y a les deux Suisses qui en ont parlé de tout ça, Carla Del Ponte et Dick Marty. Vous voyez, un exemple d'omerta. La journaliste Maria Lina Veka, qui a écrit Cœur de loup sur ce vol des organes, c'était un petit succès, a témoigné des ennuis qu'elle a eus chaque fois qu'elle voulait présenter son livre. C'était vraiment un complot. Bon, j'avais envie de lire, mais on va continuer avec les questions, de lire un passage de son livre, qui est très beau. Oui. Voilà, oui, ici. Le livre s'appelle Cuore di Lupo. Il a été traduit en français aussitôt sous le titre Cœur de loup. Voilà un très bref passage. Au demeurant, il s'agit d'un Serbe qui parle. Il fut le premier à saisir ce qui se tramait dans la Maison Blanche, dans ces deux salles d'opération du sous-sol où l'on travaillait jour et nuit. D'un coup, Milan comprit à quoi servaient ces récipients d'acier poli. Les hommes qui les tenaient allaient, peu après, hors d'haleine, bondir dans la cour vers des voitures impatientes et les roues allaient crisser brutalement en partance pour l'inconnu. Tout résonne plus fort la nuit. Bientôt la tête fébrile de Milan explose sous la violence d'un autre son, bien reconnaissable, celui des pales d'un hélicoptère. Il semble décoller d'une piste à proximité, mais l'on sait bien que la nuit peut déformer les sons et les rapprocher excessivement. On sent le rotor ralentir, s'arrêter presque, puis les pales reprennent leur battement et l'énorme volatile s'élève dans les airs et passe très brièvement dans le champ de vision de Milan. Milan est ce Serbe qui est couché dans est à moitié endormi dans ce lit de clinique, terre un cœur.
Il faut maintenant le reloger ailleurs, dans une autre cage thoracique. C'est une denrée précieuse et périssable. Il faut de la précision et de la vitesse. On ne peut pas se permettre la moindre faute dans l'opération. Quelqu'un attend un nouveau cœur. Dieu sait où. Eh bien, tant mieux pour lui, pense encore Milan, en esquissant un morne sourire. Tiens, c'est moi qu'on vient chercher cette fois. Voilà l'extrait de Lina Vecca, Maria Lina Vecca. L'OTAN a laissé faire les forces de la force. S'il vous plaît. À ce propos, est-ce que vous savez qu'autrefois en France, on écrivait un papier comme quoi l'on voulait donner son corps à la science, tandis que maintenant, lorsqu'il y a un accident, la personne qui n'est pas morte totalement, eh bien, ses organes servent et sont immédiatement prélevés à condition qu'elle ne se soit pas inscrite à Marseille pour s'opposer. Voilà, pour s'opposer. Au registre Au de registre, refus. voilà. Et ils changent tous les 6 mois l'adresse pour qu'on ne puisse pas avoir recours et qu'on perde la trace. Ce qui veut dire que quelqu'un de totalement mort est inutilisable, n'est-ce pas? Mais il faut qu'il y ait encore... La barbarie est à nos portes. Oui, absolument. Je ne suis pas médecin, mais on a dit que les gens ne sont pas morts quand on fait ça. Mais on ne Je suis peut pas pas médecin. être On mort. ne peut pas. S'ils sont morts, ils ne sont pas utilisables. Exactement, Oui, c'est ce que je dis. Ils se voient Ah non, non. vivants décaissés, en fait. Et on rend les corps avec des bâtons à la place des jambes, Oui, oui. etc. Bah, c'est pour quelque les chose pour familles. mon fils. Et il y a des cercueils dans lesquels vous trouvez 3 têtes, 4 pieds et tout. Et Didier Rochard a eu une émission qu'il a faite à Radio Courtoisie là-dessus. On est interdit de la présenter. Ça a été tout de suite bloqué. Il y a des cercueils, il y a plusieurs têtes. Et moi, quand mon fils est mort, on a refusé, on l'a éliminé. Et tout a été pris, je l'ai appris il y a quelques mois, par quelqu'un qui était une infirmière de garde, qui est parti en hélicoptère pour récupérer toutes les parties du corps de mon fils. Il était utilisable, vous pensez, 17 ans, pas un accident, ne vivant pas, ne se droguant pas, ne faisant rien. Ah, c'est là formidable. Eh ben, il y en a. On prend tout. Toutes les heures. Je crois qu'elle n'est pas souvent à notre porte, la personne. Donc, de toute façon, même si vous dites que vous ne voulez pas donner, on vous prendra. On nous On va demande notre avis. reprendre On vous en prend, on le prend. Ah, je pensais que c'était quand même un peu plus surveillé. Je suis désolée. Mais moi, j'ai inscrit. Je suis inscrit. À Marseille, c'est là-bas. Le résultat, c'est que vous avez une décision, on vous la donnera pas. On prendra tout ce qu'on peut dire, on vous donnera rien. Non, Parce que les c'est gens un problème sociétal. Hein. Vous avez tout à fait raison. C'est la marchandisation C'est du vrai. corps. Mais quand on sait quelque chose qui est aussi Mais grave, quand on ne parle pas, très bien d'avoir d'autres témoignages. Il faut le dire, pas le maximum. Ben, c'est Marc Andronikov, qui est médecin aux urgences, qui est orthodoxe, vous le connaissez peut-être de nom. Il est le responsable du service d'urgence de l'hôpital d'Antoine Béclair et qui a écrit 2 bouquins là-dessus. Et son père était un type remarquable aussi, un grand chrétien orthodoxe, et lui a écrit un bouquin là-dessus. Oui, oui. Il s'appelle Médecin aux urgences, tout Médecin simplement. aux urgences. Je connais. Il y a 2 petites faiblesses dans le livre. Comment a pu se faire cette infiltration albanaise quand le Kosovo était encore serbe? Il n'y avait pas de contrôle dans l'entrée dans les frontières pour endiguer ce flot qui arrivait? C'est une curieuse histoire. Tito était croate. Il était jaloux des Serbes. Les Croates ont faiblement participé à la résistance contre le nazisme. On sait bien que la majorité des Croates ont plutôt été du côté de l'Allemagne. En 1945, Tito interdit aux Serbes, aux personnes déplacées, de revenir dans leur lieu d'origine, de naissance, au Kosovo. Parce qu'à l'époque, il espère annexer l'Albanie. C'est tout à fait étrange comme affaire. Enver Hoxha est très faible. Il a lutté contre l'Allemagne, mais Tito est le pape, et le grand maître des opérations des Balkans. Il a bien conduit les combats. Il a su éliminer les Tchétniks, qui étaient un peu comme nos FFL. Il était à la tête des FTP. Mikhailovic. Oui, Mihailovic, Dražen Mihailovic, l'ami du général de Gaulle. Mais qui avait été trahi par les Anglais aussi. Trahi par les Anglais. Churchill, Et donc, elle a aidé Tito. Donc Tito se dit,
je vais faire un pont avec l'Albanie et puis je vais finir par l'englober comme République fédérée. Au lieu de 6, j'en aurai 7 de République fédérée. Et bon, c'est un calcul tout à fait baroque, mais qui fonctionne, et les Albanais, petit à petit, vont venir avec disons, la bénévolence de Tito. En 1974, il fait une nouvelle constitution qui favorise les musulmans, et donc aussi les Albanais. Il crée une nation musulmane, comme si musulmans... et donc c'est inscrit dans la constitution de 1974. Il ajoute aussi, pour faire bonne mesure, les Monténégrins, qui n'étaient pas... qui sont un tout petit peuple. En fait, les Monténégrins sont les Serbes, il n'y a pas de différence, mais créer une nation pour tenter de figurer un équilibre. Voilà comment ça s'est passé. Et petit à petit, les Albanais viennent comme travailleurs. La Yougoslavie est assez prospère pour la région. Les Albanais arrivent, ils font venir leur famille, c'est comme ça qu'ils grignotent. Après, dans les années 80, c'est déjà trop tard. On est obligé de reconnaître des droits toujours plus étendus, leur faire un parlement. La question aujourd'hui, même si par la plus grande des chances le Kosovo redevenait serbe, faisait partie de la Serbie, il faudrait bien qu'ils aient des députés à Belgrade, qu'ils aient un pouvoir, et comme ils ont une démographie galopante, c'est le problème qu'on a pu avoir en 1962 en France. Est-ce qu'il faut... Ils ont ordre, et les musulmans, vous avez les textes, ils ont ordre de faire des enfants pour peupler le pays. C'est un ordre, il faut qu'ils aient au moins 5 enfants par femme. Voilà comment ça s'est passé. Nous prenons le même chemin. Ce qu'il faut retenir que lorsque la présence du clergé est forte, disons, encadre une population. Or, il faut prendre conscience que dans les milieux soi-disant bien pensants ou traditionnels, les fidèles sont des nomades. Donc, ils changent de lieu de culte en fonction de leur convenance. Ils ne sont pas enracinés, d'une part. Deuxièmement, il n'y a pas le soutien de monastères, comme dans les pays orientaux. Et il faut voir que tous ces peuples se sont libérés d'abord du joug turc, et ça a été l'Église qui a été la conscience nationale et culturelle. Ça allait de pair. Or, qu'on le veuille ou non, on parle de droits de l'homme, on parle d'universalité, de tout ce qu'on veut, mais dans les catéchismes, je voulais bien voir les endroits où on parle des saints de France, hein, ou des origines de la chrétienté française. Donc comment voulez-vous résister? D'abord, on a très peu de pratiquants, ou de pratiquants sérieux, dignes de ce nom. 4 sur 100 baptisés. Oui, mais ce n'est pas une question uniquement de chiffres. Vous avez regardé sur mon site la réaction des veuves égyptiennes dont leur mari a été martyrisé. Oui, c'est beau. Regardez ce reportage, il est sur notre site. Et posez-vous la question, est-ce que dans vos bonnes chapelles, là où il y a la bonne messe, vous serez capable, même si la grâce prévenante était là, de fournir des martyrs? Alors, il suffit de regarder le clergé. Vous connaissez la phrase, quand les évêques ont le courage de femmelette, les femmes doivent avoir le courage d'évêques. Non, il y a une autre phrase. Jeanne d'Arc. Alors, si on va là-dessus, hein, un clergé saint fait des gens honnêtes, un clergé honnête fait des gens médiocres, un clergé médiocre fait des païens. Alors, on n'a même pas un clergé médiocre aujourd'hui. Le problème est là. Je voulais dire qu'en ce moment, il y a une communauté albanaise qui s'installe à Annecy et qui fait du trafic d'héroïne. Mais oui, mais à Paris, à c'est côté énorme. de la butte aux Cailles, vous avez un point de fixation d'Albanais. Avec le drapeau dans le café, un café un peu comme ici, drapeau albanais, et on voit très bien les mafieux. Ils ont tout à fait la tête de l'emploi.
Mais je ne sais pas où est cette passion des musulmans. Comment? Cette passion des musulmans, d'où vient-elle? Je sais pas, tout le monde aime. C'est l'islamo-gauchisme, on en a parlé beaucoup. Les seuls prolétaires à disposition sont désormais, semble-t-il, les musulmans. Il n'y a plus de prolétaires, les ouvriers français ne voteront plus ni Parti communiste ni Parti socialiste. D'ailleurs, c'est Terranova qui a conceptualisé ça. Mais revenez un peu sur les leçons à tirer du Kosovo. L'âme serbe, c'est la bataille des Merles. C'est une défaite et en même temps une victoire. Et on voit très bien la problématique chrétienne qui a soudé un peuple. Mais vous avez des leçons sur l'actualité, l'histoire récente de ce pays, qui sont applicables à notre pays. D'ailleurs, vous les avez évoqués tout à l'heure, en plusieurs points. Autre question? De toute façon, il y a la phrase de Lénine qu'il faudrait rappeler tout le temps. Culpabilisez-les tous, vous en ferez ce que vous voudrez. Donc on culpabilise quelqu'un et après il est manipulable. C'est ce qu'on fait actuellement et ce qu'on a fait à l'égard des Serbes. Ils ont eu la faiblesse de s'excuser. D'ailleurs, on voit aujourd'hui, en Serbie, le président est un ancien nationaliste qui est maintenant devenu extrêmement modéré et pour quelques dollars s'est rallié au gouvernement mondial. Donc là aussi, il faut être très prudent et lucide. Je crois que le dernier homme politique sérieux dans ce pays, c'était Kostunica, oui, un brillant universitaire, monarchiste en plus. Voilà. Et pensez-vous que la Hongrie va résister, elle qui reste un pays très chrétien, c'est un pays quand on y va? Il faut l'espérer. Parce que vous n'en avez pas du tout parlé, là, et tout le monde juste à côté. Non, je n'ai pas parlé de la Hongrie. Je me souviens d'être allé à Budapest dans les années du communisme, parce que je connaissais tous les pays du bloc à l'époque. Et János Kadar, premier secrétaire du parti et président de l'État, se promenait dans les rues de Budapest avec son cabas. Il faisait son marché sans garde prétorienne. C'était le seul de tous ces dictateurs, disons, communistes. Parce qu'il avait le soutien de sa population. Les Hongrois avaient compris qu'il était vain de vouloir s'insurger contre la puissance soviétique. Il l'avait payé cher au début des années 50. Bon. Et donc ils n'ont pas cherché plus loin. Ils étaient protégés par leur langue, leur culture très forte. Les agents soviétiques n'ont jamais réussi à apprendre le hongrois suffisamment pour pouvoir infiltrer les structures hongroises. C'est ça aussi, c'est l'imperméabilité de la langue et de la culture hongroise qui a protégé la Hongrie. Moi, justement, et j'ai été surprise par leur foi. On marche partout où on va, on a l'impression que Dieu il est à côté de nous. Et j'ai été avec d'autres personnes qui ont été sidérées, qui ont ressenti la même chose. Et ils ont dit qu'ils ont une prophétie qui dit que c'est eux qui vont bloquer les Ottomans. Oui, là. Ça c'est vieux ça. Non, non, là, oui, actuellement, oui, il y avait une fresque au fond d'une église très moderne. C'est une vieille idée, et j'ai demandé ce que ça voulait dire. Ils ont dit, mais attendez, c'est nous qui devons les bloquer. Et ça date de 1954 où il y a eu une apparition. En 54. Donc, et c'est pour ça qu'ils sont tout le temps à l'église. Ils prient, c'est incroyable. Oui, trois questions très ponctuelles. Pourquoi le Monténégro s'est-il séparé de la Serbie? Deuxièmement, quelle est la situation en Voïvodine justement entre Hongrois et Serbes? Et troisièmement, qu'est-ce qui se passe en Macédoine entre Libanais et Macédoniens? Oui. Oui. Alors, le premier point, c'est la séparation du Monténégro. Alors là, on retombe un peu sur le problème de la repentance.
comme il y a eu cette machine de propagande qui accusait la Yougoslavie de tous les crimes possibles pendant ces guerres civiles, les Monténégrins, travaillés au corps par les Américains, ont eu la tentation de se dire, ah ben c'était pas nous, c'était les Yougoslaves, c'était les Serbes, c'était pas nous, alors qu'ils sont Serbes, bien sûr. Négoche, le prince évêque, est vénéré par tous les Serbes, et c'est un Monténégrin. Voilà, pour le Monténégro. Il n'y a pas eu, il y a eu un vote l'année dernière, il y a 2 ans, du Parlement, et il est facile d'acheter des députés, du Parlement de Podgorica en faveur de l'adhésion à l'OTAN. Mais on n'a pas consulté la population, parce que la population pourrait dire non. Les Monténégrins ont été bombardés par ces bombes-là, pas les bombes à l'uranium appauvri. Il y a eu 7 enfants, bon le territoire est petit, 7 enfants morts pendant ces bombardements de 1999. Alors, la deuxième question, la Voïvodine, c'est sans doute la première étape, et la prochaine étape de la destruction de ce qui reste de la Serbie. C'est possible. Là, il est probable que les Hongrois soient tentés de pactiser avec le diable et de récupérer cette Voïvodine, qui est devenue serbe, il faut le dire. C'est comme il y a des territoires roumains qui sont revendiqués par la Hongrie. Par la Hongrie, c'est très difficile. C'est très difficile. Encore une fois, est-ce qu'on va s'en tenir à Helsinki, en 1975 ou non? Parce qu'il faut voir que la Hongrie s'est rapprochée récemment de la Russie. Oui, c'est ce que je veux. Troisième question, la Macédoine. Oui, la Macédoine, c'est sans doute le foyer d'une prochaine guerre balkanique. Les Albanais ont fait le forcing. Ils savent que les Macédoniens sont très affaiblis. Du reste, il y a eu une attaque sauvage au début de cette année à Kumanovo, qui est précisément la ville frontière de Macédoine où avait été signé le cessez-le-feu en 1999, en juin 1999, quand les frappes aériennes de l'OTAN ont cessé. Le président serbe avait signé là-bas, et donc c'est une ville symbolique. Les Macédoniens sont affaiblis de 3 côtés. D'une part, les Bulgares disent ils n'existent pas. Ce sont des Bulgares qui sont intitulés Macédoniens, ils parlent notre langue simplement avec un accent particulier. Ils sont délégitimés par les Grecs qui disent ces gens-là n'ont pas le droit de s'appeler Macédoine. Et ils ont obtenu, les Grecs, ils ont obtenu de l'Union européenne qu'on appelle la Macédoine Fyrom, c'est-à-dire ancienne république yougoslave de Macédoine. C'est-à-dire les Macédoniens sont humiliés en permanence, à l'ONU comme ailleurs. Ils ont cette appellation FYROM en anglais. Ah, c'est ça, parce que j'ai une carte et c'est Former Yugoslavian Republic of Macedonia. Fyrom. Voilà, ancienne république yougoslave de Macédoine. C'est totalement humiliant, bien entendu. En attendant qu'on règle la question. Ils n'ont pas le droit de s'appeler. Encore une fois, on discute le nom. Là, les Grecs sont inqualifiables. Je veux dire, c'est une vengeance terrible. Alors ils disent, mais nous avons une Macédoine. Donc un jour, cette Macédoine-là risque de prendre la nôtre. Parce que les Macédoniens n'ont aucune chance de le faire. Et ils sont attaqués tous les jours par les musulmans. Donc les Macédoniens qui un temps se disaient serbes, parce qu'on l'a confondu parfois serbité et orthodoxie. Ce sont des orthodoxes, les Macédoniens. Donc, vous voyez, là encore, ils sont affaiblis de 3 côtés. Je ne sais pas comment... C'est le point faible des Balkans, certainement.